Bonjour à tous mes chers téléspectateurs, nous allons aujourd'hui voir l'histoire de l'écologisme, et pas seulement des partis écologistes, mais aussi de la prise de conscience en général des populations sur le besoin de protéger leur environnement et leur planète. Pour commencer, l'humanité en général a toujours essayé de ne pas trop abîmer ses milieux naturels. En effet, en moins 2700, les dirigeants de la ville d'Ur interdisent la surexploitation des forêts. Les dirigeants indiens interdisent de tuer des vaches, pour des raisons plus religieuses qu'écologiques, je suis d'accord, alors qu'en 1669, la réforme de Colbert protège les massifs surexploités, met un quart des forêts en réserve totale, etc. Vous l'aurez donc compris, le besoin des gens de protéger la nature n'est pas du tout nouveau, il date de l'Antiquité. Néanmoins, un événement va devenir amplifier tout cela, c'est l'explosion des bombes nucléaires, ou plutôt les tests dans le Nouveau-Mexique qui marquent l'aboutissement du projet Manhattan, commencé en 1942. Le physicien Jacob Robert Oppenheimer, directeur du centre de Los Alamos en 1943, peut être satisfait. L'essai est parfaitement réussi. Avait-il déjà conscience de la signification écologique de ce magnifique champignon de poussière et de gaz radioactifs? Pour la première fois, la contamination irréversible de l'atmosphère par les produits de la fission nucléaire faisait planer la menace d'une catastrophe écologique globale. Peu après, les études conduites sur les terrains militaires et scientifiques que représentaient Hiroshima et Nagasaki au lendemain du 6 et du 9 août 1945 démontraient la durabilité de l'impact des bombes à fusion et à fission sur des populations humaines et sur les écosystèmes. On sait maintenant que l'isotope du strontium, l'un des plus dangereux parmi les retombées radioactives, peut causer des dommages génétiques irréparables sur des populations humaines ou animales, ainsi que végétales. Après la Seconde Guerre mondiale, la guerre du Vietnam inquiète également la communauté scientifique. On a effectivement cherché à anéantir l'environnement comme on pouvait au moyen de nouvelles armes, telles que le napalm, les herbicides de synthèse et ainsi de suite. De nos jours, certains écosystèmes en sont toujours impactés. Des publications dans les années 1960 font scandale. Les écrivains soutiennent le fait que l'emploi des herbicides, et même des pesticides en général, est aussi dangereux que l'emploi des bombes nucléaires. Au-delà de dire que c'est un peu exagéré, il y a déjà l'idée que les produits chimiques détruisent considérablement l'environnement. D'autres écrivains prétendent alors que sans une politique antinataliste efficace, l'épuisement des ressources est inévitable. C'est le cas de Paul Ehrlich, qui dans son livre La bombe P, avec l'aide des démographes américains, alerte les gouvernements qu'il faut mener une politique antinataliste. Dans les années 1970, les catastrophes naturelles deviennent de plus en plus fréquentes. On commence alors à le remarquer avec les naufrages du Torrey Canyon, qui est un pétrolier en 1967, et de la Moco Cadiz en 1978. Les désastres qui ont jalonné les deux dernières décennies du XXe siècle ont malheureusement donné raison aux plus pessimistes. On n'a pas fini de mesurer les conséquences de l'accident majeur du réacteur de Tchernobyl, tandis que des centrales nucléaires du même type continuent à fonctionner en Russie et en Europe de l'Est. Plus près de nous, les galettes de pétrole échouées sur les côtes bretonnes et du sud-ouest de la France pendant les hivers 1999 et 2000 ont convaincu l'opinion publique que les risques de pollution par les hydrocarbures n'appartiennent pas au passé. Dans les mêmes années, la NASA met en évidence le recul des glaces en Arctique et en Antarctique. On arrive vite à la conclusion que si les glaces fondent, c'est que les pôles se réchauffent. Dans les années 1960, plusieurs traités écologistes alors sont signés. Ils commencent à tourner les gouvernements du monde entier vers une protection de l'environnement. La fin de cette période est marquée par la tenue en juin 1972 à Stockholm de la première conférence mondiale sur l'environnement de l'Organisation des Nations Unies, dont est sorti le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Rappelons que le premier principe de la Déclaration de Stockholm affirme que le droit de chacun de vivre dans un environnement sain lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être. Les réponses à la nouvelle demande sociale en matière d'écologie, qui simplifie dans les années 1960, sont multiples. En France,
Elle se traduit sur le terrain politique par la création du premier ministère de l'Environnement, par le gouvernement de Georges Pompidou, et qui par la suite aura plusieurs scandales, par la première candidature écologiste à une élection présidentielle, celle de l'agronome René Dumont en 1974, et par l'organisation des partis écologistes qui vont dans les années 1980 susciter beaucoup d'espoir. Dans le domaine associatif, la demande écologique est exprimée par de nombreuses associations qui forment actuellement une sorte de nébuleuse écologico-environnementaliste aux contours difficiles à saisir. En 1970, les enseignants ont l'obligation de développer chez leurs élèves des attitudes d'observation, de compréhension et de responsabilité vis-à-vis de l'environnement. Petit à petit, l'écologie trouve de plus en plus d'adhérents, de moins en moins de détracteurs. Même les plus sceptiques sont forcés en quelque sorte de quitter leur position de climato-sceptiques. En même temps, les preuves d'un dérèglement climatique commencent à s'accumuler de plus en plus vite, avec une canicule de 2003 jamais vue auparavant, puis des périodes de chaleur de plus en plus fréquentes, on est un peu obligé d'admettre qu'il y a un problème. Petit à petit, on commence à comprendre l'écologie. On commence à comprendre comment faire pour diminuer son empreinte carbone, c'est-à-dire manger moins de viande, utiliser moins sa voiture, pour diminuer sa consommation en eau. Même si il reste pas mal de progrès à faire, des choses qu'il faut que la société de consommation est basée sur le capitalisme et de faire du profit comprenne. Nous ne pouvons plus nous permettre de rouler tous les jours en voiture pour des destinations que l'on peut faire à pied, à vélo ou encore dans les transports en commun. On ne peut plus se permettre des luxes que l'on pouvait faire avant. On ne peut plus acheter des objets futiles, inutiles, comme le nouveau téléphone qui sort chaque année, les nouvelles baskets, les nouveaux sacs. Et enfin, quelle que soit votre position sur la question, vous ne pouvez nier que l'humanité a peut-être causé une nouvelle extinction de masse. La vidéo est maintenant terminée. Si vous l'avez appréciée, je vous invite à vous abonner et à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine.